Retrouvez cette émission sur arte.tv/déchiffrage avec votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette et vivez une expérience de télévision augmentée. Data visualisation, infographie, définition, de nombreux compléments à consulter en même temps que le film ou à voir après. Et évidemment, le fil de la discussion sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, si vous voyez l'adresse arte.tv/déchiffrage apparaître à l'écran, c'est que de nouveaux contenus sont disponibles en direct ou en différé sur arte.tv/déchiffrage. Libre-échange, c'est la prospérité, la prospérité. FMI 3%, BCE, Libor, OCDE, Swap, TVA, G20. Ce n'est pas l'économie qui est compliquée, c'est son alphabet. Partout, à toutes les époques, les hommes ont inventé des codes qui masquent leurs grands desseins et petits secrets. Lutter contre les délocalisations. Luttons contre les délocalisations. Déchiffrage, un éclairage salutaire sur cette arithmétique et sa syntaxe obscure qui n'aide pas le plus grand nombre à comprendre les enjeux de l'économie d'aujourd'hui. Il faut ouvrir les frontières. La mondialisation pose aujourd'hui plus de questions qu'elle n'offre de réponses. À la fois plébiscitée pour ses apports scientifiques et culturels et décriée pour ses soubresauts économiques et politiques, sa forme actuelle est traversée par des courants contradictoires qui posent la question de sa pérennité. Mondialisation, début de la fin ou fin du début? The story of foreign trade is a story that is most important to the vital problems of nationalism and internationalism. Countries striving for their own economic advantage, but wishing for global understanding and peace. For centuries, foreign trade has been the subject of arguments, articles, books, speeches. Foreign trade is the key to prosperity. Free trade will bring on a Great Depression. A high tariff policy will lead to war. We must protect our standard of living from the competition of cheap foreign labor. Nous avons assisté pendant 40 ans à un incroyable changement d'échelle dans les rapports économiques, scientifiques et culturels dont tous les groupes humains perçoivent à la fois l'ampleur et le vertige qu'ils provoquent. Aujourd'hui, les capitaux, les biens, les services et les savoirs s'échangent à une échelle planétaire. À la fois rêve humaniste et moteur économique, la mondialisation se heurte pourtant à ses propres contradictions. Libre circulation des biens et des capitaux, mais pas des hommes. Consommation énergétique exponentielle, mais ressources limitées. Marché global, mais décisions démocratiques locales. Ces contradictions ouvrent l'hypothèse d'un ralentissement, voire d'une fin possible de ce mouvement. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut cerner la nature de ce changement d'échelle. La mondialisation, ce n'est pas un phénomène de notre seule époque. En fait, depuis toujours, on peut dire, les hommes sont tiraillés entre, d'un côté, le désir d'étendre continuellement l'espace de leur activité et le constat de l'impossibilité ou de la difficulté à le réaliser. Et cette mondialisation s'est construite sous une double forme. D'une part, une densification de l'interconnexion de toutes les activités humaines à l'échelle de la planète, qui trace les bases d'une sorte de communauté planétaire de destin. Et par ailleurs, c'est une manière de produire cette interconnexion. Ce système s'est construit autour de trois modèles, un modèle de développement, un modèle de lien social, un modèle de décision. Le modèle de développement, c'est tout simplement un modèle qui fait reposer l'efficacité, la créativité sur l'accumulation infinie du produit fabriqué, du volume des échanges et de la maximisation et de l'accumulation des profits. S'y ajoute ce qu'on peut appeler un modèle de lien social, c'est-à-dire une manière de faire société. Et cette manière de faire société, en fait, elle a deux pivots. D'un côté, l'affirmation de la concurrence entre les individus comme base de la créativité, de l'implication, de l'inventivité, et bien entendu, pour éviter que cette concurrence ne débouche sur une véritable jungle, c'est l'ordre sécuritaire.
Et enfin s'y ajoute un modèle de décision qui repose sur la concentration de la décision entre les mains d'une élite de savants, de sachants, une élite d'experts, de technocrates. C'est donc un système qui aboutit aujourd'hui à une sorte de paradoxe qui est que ce qu'il réalise, pour une part, contredit ce qui sont ses objectifs affichés. La métaphore de la mondialisation telle qu'elle se fait, la mondialisation réelle, c'est plutôt la métaphore de la fragmentation que la métaphore du rapprochement. Elle ouvre les frontières et en même temps elle construit des murs. Pour comprendre le rôle que joue la mondialisation actuelle dans nos économies et définir son futur possible, il faut revenir sur ses débuts. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tirant les conséquences de l'instabilité des années 30, les Alliés s'entendent pour poser les bases d'un nouvel ordre économique. Influencé par l'économiste britannique John Maynard Keynes, ce plan repose sur le choix du dollar comme monnaie mondiale de référence, sur un encadrement strict de la finance et sur la création d'un welfare state ou État social. Ce sont les accords dits de Bretton Woods qui, avec les accords commerciaux signés par les États dans le cadre de l'ONU, formeront les bases de l'activité économique des décennies à venir. Les concepteurs de Bretton Woods ont poursuivi deux objectifs assez contradictoires. D'un côté, développer les investissements internationaux, en gros, ouvrir les pays à l'investissement et au commerce. Mais en même temps, ils pensaient qu'il fallait pour cela impérativement réglementer la finance. Mais tout ce système a été sapé à la base par certains événements spécifiques qui ont eu lieu ici à Londres à la fin des années 1950. Entre 1956 et 1957, suite aux difficultés traversées par l'économie britannique et la City, la livre sterling s'est trouvée massivement attaquée. La Banque d'Angleterre a alors décidé de défendre la devise, en haussant les taux d'intérêt de 5 à 7%, mais elle a aussi annoncé que provisoirement, les investissements à l'étranger par des banques britanniques étaient suspendus. Or, il faut savoir que la City, ce ne sont pas seulement les grandes banques que tout le monde connaît, mais qu'il y a aussi, comme dans plusieurs de ces immeubles, plein de petites banques de commerce, spécialistes de l'investissement dans telle ou telle région du monde, surtout l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. Et ces banques se sont retrouvées en panne, paralysées par l'annonce de la Banque d'Angleterre. Elles ne pouvaient plus rien faire. Et c'est dans ce contexte qu'un accord a été passé entre ces banques et la Banque d'Angleterre, un accord typiquement britannique, jamais couché sur le papier, jamais matérialisé en règles écrites, mais qui s'est avéré crucial pour la suite. Cet accord les autorisait à continuer d'investir à l'étranger, mais seulement quand elles mettaient en relation deux personnes non résidentes. Donc, quand l'emprunteur et le prêteur étaient tous les deux non britanniques et que la devise utilisée n'était pas la livre, la transaction pouvait se faire. Et elle était en fait assimilée par la Banque d'Angleterre à une opération effectuée hors du territoire londonien. Mais la transaction ayant eu lieu ici, dans une des banques qui sont là, aucun autre pays ne pouvait s'en réclamer. Et c'est ainsi que, sans l'avoir voulu, la Banque d'Angleterre a créé ce que nous appelons le marché offshore, un marché échappant à toute espèce de réglementation. Pendant 2 ou 3 ans, les banquiers sont restés sans vraiment comprendre toutes les possibilités ouvertes par cette décision. Mais début 1960, certaines banques américaines avaient manifestement compris qu'en se déplaçant à Londres, elles échappaient aux multiples contraintes qui pesaient sur elles aux États-Unis. On a assisté alors à une ruée des banques américaines sur Londres, les grandes en tête. C'est le début de ce qu'on appelle la mondialisation financière. Une fois le rideau levé à Londres, avec la création d'un marché financier qui s'affranchit des régulations, le premier acte de la mondialisation s'ouvre avec un vaste mouvement d'internationalisation des entreprises. Quand est-ce que ce mouvement d'internationalisation des entreprises commence? En fait, il s'est fait en plusieurs vagues. Il a commencé évidemment dans les pays du Nord, avec en tête les États-Unis, avec un âge d'or, on va dire, les années 70.
avec un motif principal qui est, d'ailleurs qui reste le motif principal tout au long de cette période, qui est de capter la demande des pays étrangers. Ça commence par les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a les plus grandes firmes, le plus grand marché national, donc la plus grande assise financière et le plus grand potentiel pour racheter d'autres structures, d'autres entreprises. Avec ses 500 000 employés dans 93 pays, ses 50 milliards de francs de chiffre d'affaires, son contrôle des communications par son premier secteur, le téléphone, ITT symbolise souvent ces colosses sans frontières. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalise à elle seule un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est un tiers de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Le système de Bretton Woods avait été conçu avec l'idée d'internationaliser les économies occidentales et éventuellement du monde entier, tout en faisant en sorte que l'État national garde ses moyens de planification et de contrôle de l'économie. Or, il y avait là une contradiction inhérente. Et il fallait s'attendre à ce que l'internationalisation, passé un certain cap, mette à bas les mécanismes de contrôle national. Ou bien, au contraire, que les mécanismes de contrôle national s'avèrent trop puissants et finissent par endiguer l'internationalisation. Dès les années 1970, on voit le conflit se concrétiser et sa résolution se dessiner. Les forces de l'internationalisation l'emportent sur celles de l'État national. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de mondialisation. Mais franchement, l'autre scénario était également possible. Dans les années 70, le commerce international change de nature. Il repose alors essentiellement sur les exportations des entreprises qui se confrontent aux difficultés des passages de frontières. À la fin de la décennie, les entreprises adoptent une nouvelle stratégie. Dorénavant, elles vont produire et vendre directement à l'étranger en y implantant leurs usines, contournant ainsi les barrières douanières. La mondialisation contemporaine commence alors et les investissements directs des entreprises à l'étranger décollent au niveau mondial. À partir des années 90, l'histoire s'accélère encore avec l'explosion des flux de capitaux et de marchandises. C'est l'heure de l'hypermondialisation qui dope les investissements directs à l'étranger, les multipliant par 9 en tout juste 20 ans. À la fin du premier acte, les capitaux et les biens circulent librement. Un deuxième mouvement commence alors qui voit les entreprises se déplacer là où les coûts salariaux sont les plus bas, ce sont les fameuses délocalisations. Les États cherchent désormais à attirer les entreprises comme ils cherchent à attirer les capitaux. C'est la mondialisation libérale qui se déploie et voit un acteur majeur faire son entrée, la Chine. Mais celle-ci ne joue pas le jeu suivant les nouvelles règles établies. Ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que ce mouvement prodigieux de croissance et de réduction de la pauvreté, elle l'a opéré sans suivre les règles de l'hypermondialisation. Mais elle a plutôt appliqué les recettes de Bretton Woods. Le modèle économique chinois a continué de reposer sur l'intervention de l'État, qui a gardé sa main mise sur les entreprises pour assurer l'emploi et pour protéger la main-d'œuvre. Les entreprises ont été poussées sur le marché international à travers des zones économiques spéciales, alors que le marché intérieur restait fortement protégé, les flux de capitaux maintenus sous contrôle et les taux de change manipulés pour favoriser les exportations. You know, this worries me. Pretty soon your people are going to have so many factories of their own that they won't be buying from us anymore. No, my friend, I don't see it that way. In the future, won't you make everything you need? We can never compete with your mass production industry. Le Nord et le Sud se sont retrouvés en concurrence frontale, avec des capacités qui se sont développées dans les pays émergents. Et dans cette concurrence, évidemment, il a fallu que le Nord trouve une parade, et la parade, il l'a trouvée par la déflation fiscale, salariale.
La déflation, c'est une baisse, un dégonflage généralisé des prix et des salaires qui entraîne aussi une baisse de la consommation et donc de toute l'activité. La crise est là et le chômage s'installe. Chaque pays se dit « nous devons améliorer notre compétitivité pour que nous ayons pour ainsi dire plus de parts de marché et nous garantir ainsi la prospérité ». C'est pourquoi lors de l'introduction de l'euro, l'Allemagne a pratiqué une politique très orientée sur la compétitivité. Elle a baissé le taux d'imposition pour les entreprises, elle a baissé les salaires, elle a également abaissé certains standards en matière d'environnement. Elle est ainsi devenue beaucoup plus compétitive. Donc l'Allemagne a pu beaucoup exporter. Les autres pays ont été naturellement mis sous pression et ont également essayé d'augmenter leur compétitivité. Ils ont donc aussi baissé leurs impôts pour les entreprises, ainsi que leurs coûts salariaux, etc., pour devenir à nouveau concurrentiels. C'est là qu'on a débuté la course vers le bas, car l'Allemagne a voulu rester dans la course, et ainsi on est allé toujours plus bas, telle une spirale. Derrière cette dynamique, y avait-il des excédents absolument considérables du côté des émergents, des pays du Nord, notamment les États-Unis, mais également tout le sud de l'Europe, que l'on a appelé les consommateurs en dernier ressort, c'est-à-dire qui ont écoulé cette surproduction du monde par une émission excessive de crédit. On a d'un côté des pays que l'on pourrait appeler presque mercantilistes, qui ont bâti leur croissance uniquement sur la perspective ou le rêve d'un débouché extérieur, et d'autres qui ont bâti, ce que je disais tout à l'heure, une déflation larvée. On voit bien que les deux ne peuvent pas s'accommoder, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas être le passager clandestin de la croissance mondiale. Have no fear, Captain. I'll be wishing you and your ship many a bon voyage. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de prolonger cette dynamique. On n'arrivera pas à boucler l'équilibre du monde tant que l'on restera sur ce statu quo agressif. That's what I mean about trade. The more of it there is, the better it is for you and me and everyone else. We're all in the same boat, and she sails steadiest when she's hull down and full steam ahead. Si les containers voyagent librement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas des hommes. Pourtant, entre 1840 et 1940, environ 50 millions d'Européens migrent vers le Nouveau Monde. C'est un mouvement sans précédent dans l'histoire humaine qui ne s'est jamais reproduit depuis. L'Asie participe aussi à ce grand mouvement. 30 millions de Chinois et 20 millions d'Indiens quittent alors leur continent. C'est un déplacement d'hommes fantastique, sans comparaison possible avec les mouvements migratoires actuels. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui le nord de l'Allemagne perdre un quart de sa population. Ce fut pourtant le cas jusqu'aux 2 guerres mondiales qui mettent alors un coup d'arrêt à ce grand mouvement. Les flux reprennent dans les années 60 avec les Hispaniques aux États-Unis, les Turcs en Allemagne ou les Nord-Africains en France. Mais ces mouvements n'ont rien à voir en intensité avec les flux de capitaux et de biens. S'imaginer que les gens du Sud, comme on dit, vont s'arrêter devant la vitrine du grand marché mondial de la globalisation sans vouloir rentrer dans le magasin, c'est péché par naïveté. Donc c'est cette disjonction entre l'intégration économique et financière d'une part et la fragmentation toujours plus militarisée, toujours plus coercitive du marché international de la force de travail, qui elle-même, bien entendu, s'accompagne d'une surexploitation de la force de travail qui est souvent d'ordre criminel et qui concerne les groupes les plus en vue de l'économie mondiale. On voit bien que là, il y a une contradiction qui, politiquement, était extraordinairement explosive. Dans la mondialisation actuelle, tout circule librement. Les marchandises se déplacent, comme en témoigne le montant des exportations qui représente en 2013 un quart du PIB mondial. Les entreprises également. Le total des investissements directs à l'international se monte, eux, à plus du tiers du PIB. Seuls les hommes ne suivent pas cette dynamique. 3% seulement de la population mondiale vit en dehors de son pays d'origine. Et pour nombre de migrants, le voyage est périlleux. Il y a un endroit sur la planète où la route des containers croise celle des hommes. Mais les porte-containers n'y prêtent guère attention et les smartphones poursuivent leur chemin vers les centres commerciaux. On a vu toutes ces personnes en mer et on a commencé à les remonter sur le bateau. C'était dur. C'était dur parce qu'ils étaient nus et glissants à cause du gazole. Et c'était fatigant.
Ils étaient nus et on ne pouvait pas les attraper, car le bateau est un peu haut et il n'est pas fait pour ça. On les tirait sur le bateau un à un, enfin ceux qu'on pouvait. Pour certains, on allait les chercher nous-mêmes. Ils ne faisaient plus d'efforts, ils étaient trop épuisés. On a sauvé 18 personnes, 16 hommes et 2 femmes. 2 petites filles sont mortes. Elles étaient attachées à un parent ou un ami. On les a soulevées et elles étaient mortes. La seule manière pour éviter les naufrages, les morts en mer ou même la traite des êtres humains, parce que même s'ils arrivent vivants, ça n'est pas la manière correcte de les faire arriver ici pour demander un asile politique. La seule bonne façon donc, c'est d'organiser et de consentir des modalités de demande d'asile qui soient compatibles avec les principes, les valeurs sur lesquelles les États démocratiques d'Europe se fondent. Obliger ces personnes à demander l'asile politique dans ces conditions, c'est un moyen de nier l'asile, c'est un moyen de limiter les flux. La mort en mer est la conséquence directe de tout ça. Il ne s'agit pas de migrants irréguliers qui sont arrivés avec un permis d'études ou un permis de tourisme périmé et qui après restent chez nous. Ce sont des personnes qui ont affronté des voyages très longs, atroces, en subissant des tortures, des viols. Quasiment toutes les femmes qui arrivent ici ont été violées pendant les voyages, dans le désert ou en Libye, ou dans les centres de détention. Il arrive des enfants, des familles. C'est toute une folie. Je crois qu'aujourd'hui, en Méditerranée, Lampedusa est la seule communauté qui ne doit avoir honte de rien, qui a fait tout son devoir et qui le fait depuis 15-20 ans envers des personnes qui risquent leur vie, avec les vivants et avec les morts. On a pris soin aussi de ceux qui arrivent morts. Face aux émigrations inhumaines en Méditerranée, il y a en général l'attitude qui consiste à dire à l'Italie « Ok, on vous donne de l'argent ». Mais cet argent est utilisé toujours dans une logique d'urgence, sans une stratégie, sans créer et organiser un système d'accueil stable, humain et digne. Surtout pour des personnes qu'on sait déjà ne pas pouvoir rapatrier. Les réfugiés et les demandeurs d'asile ne peuvent pas être repoussés. C'est la Cour européenne qui l'a dit, quand elle a condamné l'Italie en 2009. Donc on sait déjà qu'on ne peut pas rapatrier ces personnes. On a le devoir de les accueillir. Mais nous ne créons pas et nous ne pensons pas à un système d'accueil, à des politiques d'intégration capables de faire que ces personnes deviennent une ressource pour nous, une richesse pour nous. Tous n'ont pas mis le même temps pour arriver jusqu'ici. Certains ont mis 3 mois, d'autres ont mis 1 an. Parce qu'il y en a qui étaient retenus au Soudan, d'autres en Éthiopie et en Libye, dans différents camps. Il y a beaucoup de dangers. Le désert à traverser, et puis encore la mer avec le vent. Le bateau était petit. Il y avait du vent, c'était très dangereux. Certains de nos amis ont péri dans le désert ou dans cette mer. Mais nous sommes arrivés.
Nous nous sentons heureux d'être ici en Europe, car nous savons que l'Europe, c'est la paix. Il y a la liberté, la démocratie, mais nous avons un gros problème. C'est qu'ils prennent nos empreintes. Quand on veut aller dans un autre pays, comme l'Allemagne ou la Norvège, et qu'on vous a pris vos empreintes, vous êtes renvoyé en Italie où il n'y a rien à faire, car il n'y a pas de travail ici. Se vuoi vedere un clandestino, devi venire apposta qua a vederlo, se no in città non ci sono. Pour voir un clandestin, il faut vraiment le chercher, parce qu'on ne les voit pas, il n'y en a pas en ville. Ils sont dans le centre d'accueil, on les voit peu et ils ne nous dérangent pas. Ils sont peut-être gênants pour l'image de l'île, mais pour nous, sauf la fois où ils sont arrivés, il y a 2 ou 3 ans, et il y en avait 10 000 ou 5 000, je ne me rappelle plus. Là, ils ont commencé à déranger, vous comprenez, parce qu'ils avaient faim. Et là, oui, ils nous ont dérangés, c'était vraiment difficile pour les Lampédousains. C'est clair que les réfugiés, les voyages de l'espoir sont le symptôme d'un faux développement. Un faux développement qui a fait qu'une partie du monde est restée pauvre. L'Europe ne peut plus se permettre de faire payer un prix si haut à ces personnes. Pour protéger une forteresse Europe qui est en train d'exploser à l'intérieur, pour des raisons tout à fait différentes, liées à un développement malade, liées au pouvoir de la finance, qui ont dépassé fortement les pouvoirs publics. Les raisons de notre crise ne sont pas dues aux Noirs qui s'enfuient d'Érythrée ou de Somalie. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'une nouvelle page de l'histoire s'est ouverte, qui fatalement nous amènera à changer ces politiques. Il y a un paradoxe dont tout le monde a conscience, c'est qu'il existe dans le droit international, dans les conventions internationales, un droit à l'émigration. Tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien, c'est la formule. Ce droit avait été notamment conçu dans les années 50 pour permettre aux réfugiés des pays communistes d'être accueillis dans le reste du monde. Je suis là, au-dessus de la frontière, j'ai le droit de lever le pied, de quitter mon pays, mais je ne peux pas leur opposer de l'autre côté de la frontière. Et ce paradoxe, c'est évidemment le paradoxe qui résume un très grand nombre de problèmes de la migration. À partir du moment où on a signé des conventions internationales appliquant le droit de quitter son pays, le droit d'épouser qui l'on veut, le droit au regroupement familial, le droit d'asile, eh bien non, il n'existe plus de droit absolu à dire qui j'accepte, qui je n'accepte pas, à moins de se retirer des conventions internationales. Mais à ce moment-là, il faut le dire. Remove that coffee. It's from Brazil, and the gentleman doesn't approve of foreign products. And that cigar, sir, it was made in Havana. Surely you aren't going to smoke that. What's this? A silk necktie? Away with it. Are you aware that the works in that handsome watch on your wrist came from Switzerland? And your suit, sir, I understand your embarrassment, but off with it. Si les hommes circulent peu, on a tendance par ailleurs à surestimer le poids du commerce international. Cela tient à notre façon de le calculer et ce n'est pas sans conséquence. Depuis le Moyen-Âge, en gros, on mesurait le commerce international en augmentant le compteur du commerce international à chaque fois que quelque chose franchissait une frontière. Et dans un modèle économique ancien, qui était en gros, on produit quelque chose dans un pays et on le consomme dans un autre, alors on compte comme commerce international cette exportation du pays qui produit vers le pays qui consomme. Ce monde n'est plus. Aujourd'hui, à peu près 2/3 de l'échange commercial international, que ce soit des biens ou des services, ce sont des morceaux, ce sont des composants, ce sont des segments. Et dans ces conditions, continuer, comme on le faisait par le passé, à compter le commerce international à chaque fois que quelque chose
passe une frontière, conduit à des aberrations statistiques. On aboutit à une espèce d'inflation du volume du commerce international par rapport au volume de la production qui ne donne pas la réalité de l'économie. La réalité de l'économie, c'est combien vous ajoutez de valeur. Voici un smartphone inventé par une société américaine qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Ses composants proviennent d'une multitude de pays. L'écran, par exemple, a été fabriqué au Japon. L'appareil photo et le GPS ont été conçus en Allemagne. Le système mémoire, l'antenne à courte portée et le circuit audio aux États-Unis. Le processeur en Corée du Sud, la batterie à Taïwan, soit plusieurs centaines d'usines réparties dans une vingtaine de pays. Tous ces composants ont été ensuite assemblés en Chine. Au final, la valeur de ce smartphone américain a été créée par de nombreux pays. Le Japon est à l'origine de plus d'un tiers de cette valeur. Et la Chine n'est responsable que de 4% de la valeur de ce produit, pourtant réputé fabriqué en Chine. On peut considérer la part de l'industrie en termes de production. Quelle est la valeur ajoutée de l'industrie dans la valeur ajoutée totale du pays? Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas tellement rapidement. En Allemagne, qui est un pays qui reste industriel, c'est quelque chose qui est à peu près constant. Aux États-Unis, ça a baissé, mais ça n'a pas baissé dans des proportions considérables. En revanche, ce qui a baissé de façon absolument énorme, c'est le pourcentage de main-d'œuvre employée dans l'industrie. Et même en Allemagne, qui est le pays industriel par excellence, dans les 20 dernières années, la main-d'œuvre employée dans le secteur industriel a diminué de 30 ou 40%. Il n'y a pas que le commerce international qui est surestimé. On observe le même phénomène pour les investissements internationaux des entreprises. Leur volume est en trompe-l'œil. Il ne dit rien de leur réalité. Par exemple, dans l'Union européenne et en 2012, les entreprises étrangères ont investi près de 160 milliards d'euros. Quel pays attire le plus ses capitaux étrangers? C'est le Luxembourg. Il a capté presque la moitié des investissements étrangers, soit 74 milliards d'euros. Le Luxembourg est également le pays européen qui investit le plus à l'international. 57 milliards d'euros, soit un tiers de tout ce que l'Europe place à l'étranger. Ce petit pays serait donc la première puissance de notre continent? Comment est-ce possible? Est-ce grâce à l'exportation de ses spécialités culinaires? Non, c'est essentiellement pour sa fiscalité et son offre d'opacité financière qui incite les grandes entreprises à enregistrer artificiellement leurs activités dans ce petit pays. Have you ever dreamed of deserted island beaches, but not too deserted? Have you dreamed of flying there, but not too far? Have you longed to pack your bag and take off to an island in the sun, to an island just an hour or two away in time, but a world away in atmosphere? La mondialisation, par la libre circulation des flux financiers qu'elle permet, a donné la possibilité aux entreprises d'échapper en partie à l'impôt, par des procédés d'évasion fiscale complexes. Mais avec la crise et la nécessité de retrouver des recettes fiscales, les États ont décidé de lutter contre cette évasion. S'ils y arrivent, cela contribuera à réduire ces flux et donc à freiner la mondialisation. This photographer's subject, one small building, serving as regional headquarters for all these companies, companies attracted to Nassau by friendly tax laws. Subissant la pression de l'opinion publique et des ONG, le G20 a été obligé de prendre en compte les propositions du Tax Justice Network. La facilité pour les grandes fortunes et les grandes entreprises multinationales de déplacer leurs activités et leurs avoirs les a mis dans une position de mettre en concurrence les États. Et cette course vers le bas a entraîné une réduction du niveau des impôts, notamment des impôts sur les sociétés à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de pays qui, du coup, ont fait le choix de se spécialiser pour devenir eux-mêmes des paradis fiscaux. Yeah. Sure. Je m'appelle Mark Mobius. Je suis le président de Templeton Emerging Markets, le fonds d'investissement sur les marchés émergents, qui occupe aujourd'hui la première place mondiale avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs gérés.
Nous sommes domiciliés ici à Singapour et nous sommes très faiblement taxés. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Singapour cherche à attirer ici des gens comme nous, gestionnaires de fortune, investisseurs, pour faire de Singapour une place financière internationale. Si bien que nous payons très peu d'impôts, et parfois pas du tout. Pour moi, un investisseur n'a pas à se demander si la société où il a investi est éthique, écologique ou autre chose encore. Ce n'est pas son job. Son job, c'est d'investir et rapporter de l'argent à ses clients. Par définition, on n'a pas de chiffres très précis puisque ce sont des choses qui sont cachées, mais on commence à avoir des estimations qui montrent l'importance de ces paradis fiscaux et des flux financiers qu'ils arrivent à détourner. Environ la moitié des transactions commerciales et financières transitent au moins sur le papier par ces territoires opaques. Quel est le rôle de Jersey? Jersey est une juridiction du secret, comme nous disons. Un État qui, par le biais de trusts et de sociétés dites offshore, offre à des gens de l'extérieur, surtout d'Europe, mais aussi d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, la possibilité d'aller cacher leurs avoirs quelque part au sein du marché financier international. Les cacher, c'est-à-dire en dissimuler la propriété. Il devient tout simplement impossible de savoir qui est derrière tel trust, qui est le vrai propriétaire de telle société, qui est le vrai détenteur de tel compte en banque. C'est là une situation qui suscite des interrogations vertigineuses sur le capitalisme contemporain, si l'on songe que de nos jours, la quasi-totalité du commerce international transite par les paradis fiscaux et que le but de tout ce transit n'est autre que de retirer la richesse des pays où elle est effectivement produite. Prenons le cas d'une multinationale anglaise qui produit et vend de la bière dans plusieurs pays africains. La vente de ces bières génère des profits qui devraient être taxés directement dans chacun des pays. Mais la réalité est plus complexe. En fait, une multitude de filiales basées en Suisse, aux Pays-Bas ou à l'île Maurice captent l'essentiel des bénéfices au profit des actionnaires de la maison mère. Selon une récente estimation, au moins 225 milliards d'euros d'impôts échapperaient ainsi chaque année aux États via des paradis fiscaux disséminés dans le monde. Pour empêcher aujourd'hui réellement les entreprises multinationales d'utiliser les paradis fiscaux comme elles le font actuellement, il y a une mesure à prendre, c'est de demander à ces entreprises multinationales de publier toutes les activités qu'elles ont pays par pays, c'est-à-dire qu'on sache exactement quel est le nombre d'employés qu'elles ont dans chaque pays, les chiffres d'affaires, les bénéfices, les impôts qu'elles paient pays par pays. Et ensuite, ça permettrait de réaligner le droit de taxer ces entreprises multinationales avec leur activité réelle, c'est-à-dire que chaque pays aurait comme assiette fiscale une part des bénéfices mondiaux de l'entreprise qui représente à l'activité qui a réellement lieu sur leur territoire, en fonction du nombre de salariés, en fonction du nombre de clients. Et donc, on réallouerait comme ça de façon beaucoup plus juste que ce qui se passe aujourd'hui, l'impôt qui est payé par les entreprises multinationales, là où elles ont de vraies activités. Si le G20 va au bout de ses promesses, les États vont rétablir des frontières fiscales qui feront diminuer le poids de la mondialisation financière. Mais ce n'est pas tout. La Banque centrale européenne a fait récemment un constat surprenant, la mondialisation financière aurait déjà reculé. L'eurozone est à beaucoup de titres le laboratoire de l'économie globale et il y a là des leçons à tirer pour l'économie mondiale. Les fonds finançant l'économie sont revenus à l'intérieur des frontières nationales d'une façon peut-être irréversible. Et c'est une des questions essentielles à laquelle nous avons à répondre maintenant. Est-ce réversible ou pas? On voit aussi un mouvement de renationalisation de l'épargne. Les flux de capitaux reviennent dans leurs frontières nationales, au niveau mondial aussi. Dans les années 90, l'activité internationale des banques se développe doucement. Puis, entre 2000 et 2008, on assiste à une montée en flèche de cette activité. Les banques multiplient par 3,5 leur activité à l'étranger. Mais en 2008, l'éclatement de la crise des subprimes casse cette dynamique. Depuis,
l'activité à l'international des banques fluctue et même décroît, en particulier pour les banques de la zone euro. Assistons-nous à une démondialisation financière ? Au fond, tout financement repose sur un petit abus de confiance. Prête-moi de l'argent, je te promets de te le rendre. Mais que se passe-t-il si je ne tiens pas ma promesse? Eh bien, cela fonctionne quand même à partir du moment où on se connaît, ou si nous sommes membres de la même famille ou de la même communauté, du même village. Car si je ne te rends pas ton argent, tu auras toutes sortes de moyens de faire jouer la pression sociale sur moi. Mais dès lors que le système de financement dépasse le cercle de la famille, de la communauté ou du village, il devient d'une fragilité extrême, justement parce qu'il repose sur la confiance et la crédibilité. C'est pourquoi nous avons les fonds de garantie, les prêteurs en dernier ressort, toutes ces règles et institutions développées au cours du temps pour rendre la finance plus sûre. Et il s'agit là d'institutions nationales. Maintenant, que se passe-t-il quand la finance s'internationalise? Eh bien, nous n'avons aucune régulation internationale. Et c'est là la raison première des crises qui ont secoué notre monde financier globalisé tous les 5 ou 10 ans. Et c'est pourquoi, selon moi, nous allons être obligés de faire marche arrière. Non pas revenir à une finance purement nationale. Je ne dis pas que la mondialisation financière va disparaître. Mais le type de mondialisation financière que nous avons connu ces 20 dernières années n'est clairement pas viable. Au-delà du recul de l'internationalisation de la finance, la mondialisation rencontre des obstacles structurels qui peuvent la freiner. Le premier de ces obstacles est la montée mondiale des inégalités. À Rotterdam, premier port d'Europe, il n'y a presque plus de dockers pour décharger nos smartphones. La mondialisation a exercé sa pression concurrentielle sur le travail non qualifié et les entreprises ont répondu par la technologie, accentuant le fossé entre les travailleurs qualifiés et les autres. J'ai créé ma société en 1975. Je suis de la 3e génération. Mon père et mon grand-père avaient des sociétés de logistique eux aussi, mais je n'ai pas pris leur succession. En 1975, nous sommes donc partis de zéro. Aujourd'hui, notre société emploie quelques 300 personnes aux Pays-Bas, sur 8 sites. À côté de cela, nous avons aussi des filiales en Italie, en Finlande, en Russie, et puis un associé en Chine, avec 5 bureaux. Si vous achetez une télévision aujourd'hui, cet objet aura été fabriqué pour certaines parties, disons, à Taïwan, pour d'autres en Chine, en Indonésie, puis il a fallu assembler les composants pour avoir une télévision. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a des pièces produites un peu partout dans le monde, puis rassemblées en un tout, qui est ensuite envoyé au consommateur. Tout se fait à échelle planétaire, la production comme la consommation. Globalement, du point de vue économique, on peut alléguer que Rotterdam s'enrichit du fait de la mondialisation, principalement à cause de son économie portuaire, bien sûr. Paradoxalement, la plupart des gens à Rotterdam ne voient pas cet aspect économique de la mondialisation. Essentiellement parce que, bien que le trafic annuel ne cesse d'augmenter, le nombre de gens employés reste assez bas. La ville est très ouverte sur le monde et économiquement, elle en tire bénéfice. Mais la population peu qualifiée, qui, jusqu'aux années 70-80, trouvait à s'employer essentiellement dans l'économie portuaire, n'en a, elle, pas profité. Regardez ce port. Le système des grues a changé. Avant, il y avait des grutiers. Maintenant, ce sont des gens assis à un bureau, munis d'un joystick, qui déchargent avec les grues les containers des navires. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut être de plus en plus éduqué pour avoir sa chance sur le marché. Ça, c'est sûr.
Aux yeux des autochtones, la mondialisation est plutôt un problème, car pour eux, elle conduit à moins de possibilités d'emploi. Ils s'appauvrissent économiquement, non pas tant en termes absolus qu'en termes relatifs par rapport aux plus instruits, qui sont donc les grands gagnants. Partout en Europe, les perdants ont disparu du paysage, historiquement, géographiquement et politiquement. À la périphérie de Rotterdam, l'usine Van Nel est une métaphore de la mondialisation. Née au XIXe siècle, elle fait partie des industries de transformation des produits coloniaux situées près des ports. Son activité nécessite alors une main-d'œuvre nombreuse. L'usine ferme ses portes au milieu des années 90, lorsque la mondialisation contemporaine prend son envol et que l'économie mondiale se restructure. Aujourd'hui, l'usine Van Nel accueille des cabinets d'architectes, des ateliers de design et des entreprises de marketing. En 2008, il y a eu une grosse chute du trafic mondial de marchandises. Depuis, nos clients ont réduit leur stock. Moins de marchandises circulent de par le monde et moins de marchandises partent de nos entrepôts vers l'Europe. Est-ce que la mondialisation, justement, en augmentant la concurrence qui a lieu entre les grandes entreprises, entre les grandes nations économiques, est-ce que la mondialisation n'est pas un accélérateur d'innovation technologique qui vont dans cette direction, d'économiser sur la main-d'œuvre non qualifiée et au contraire de demander de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, si ça c'est le cas, on ne peut pas dire que le progrès technique est quelque chose complètement indépendant de la mondialisation. Probablement que la mondialisation joue un rôle de ce point de vue-là, et si c'est vrai, elle a un rôle beaucoup plus important sur l'augmentation du chômage, sur l'augmentation des inégalités dans d'autres pays qu'on pourrait le penser au départ. Les inégalités ne sont pas les seules limites à la mondialisation. Avec les perturbations climatiques extrêmes, ou la pollution d'origine industrielle, la mondialisation atteint ses limites objectives. L'examen sans cesse repoussé de celle-ci laisse planer une ombre sur la pérennité d'un mode de développement toujours plus prédateur. Je ne suis pas contre le commerce international. Je trouve même que cela a du sens, que les biens et les marchandises puissent être échangés, que les personnes puissent se déplacer librement, et que quelque part le monde s'interpénètre, se mélange. Simplement, je pense que tout cela doit être régulé. Il est logique que si un produit ne pousse qu'à un seul endroit du monde pour des raisons climatiques ou toute autre raison, on puisse le consommer dans un autre coin du monde. Cela fait sens, c'est pour cela que le commerce existe. Mais ce qui ne fait pas sens, c'est que par exemple, en Nouvelle-Zélande, qui est le pays où on produit le plus de kiwis au monde, on trouve principalement des kiwis italiens dans les supermarchés. La planète est disponible gratuitement. L'atmosphère est un bien public libre. Tout le monde peut l'endommager sans avoir à payer. Le capitalisme non régulé a un défaut immanent. Il est aveugle sur l'avenir et l'environnement. Et pour ces deux raisons, nous n'arrivons pas à évaluer le prix du manque de ressources pour les générations futures. La destruction aujourd'hui de l'environnement aux dépens des générations futures ne coûte rien. Ceci conduit à une surexploitation des ressources globales rares. Il y a dans le monde 17 millions de containers en service. Tous les kilomètres qu'ils parcourent sur les mers ont un coût écologique. Prenons l'exemple d'un container qui voyage de Shanghai à Lyon, acheminé par bateau sur 16 000 km jusqu'à Marseille. Son voyage émet 133 kg de CO2, auquel s'ajoutent 33 kg de CO2 uniquement pour les 300 km de trajet en camion entre Marseille et Lyon. On voit bien ici l'enjeu des derniers kilomètres parcourus. Pourtant, le coût écologique est rarement pris en compte dans le bilan de la mondialisation.
Curieux, non? Ce qui est beaucoup plus important que le coût écologique du commerce, c'est-à-dire le transport, par exemple, d'aliments d'un endroit à l'autre, c'est la globalisation de notre mode de vie. Un regard partiel sur les conséquences de la mondialisation ne considère que le transport aérien ou maritime, qui provoque déjà un coût écologique considérable. Mais ce qui est encore plus pesant, c'est qu'à travers la globalisation, un certain modèle de prospérité est véhiculé, avec une consommation de biens élevée, la consommation de viande par exemple, avec des exigences de mobilité et de congés, et avec la culture du jetable. Et que tout ça devient un standard culturel global. Ce coût écologique-là est bien plus important que le coût au niveau des transports. Au XIXe siècle, la Chine est un géant malade qui résiste tant bien que mal à la pression de l'Occident. En un court siècle, la situation a radicalement changé et ce n'est pas fini. Car la Chine va devoir choisir un nouveau modèle de développement et cela risque d'avoir des conséquences majeures pour sa population et pour la mondialisation. Confrontée au ralentissement de la demande mondiale, la Chine doit développer son marché intérieur pour réorienter une économie qui ne trouve plus autant de débouchés dans le monde, mais aussi pour répondre aux revendications naissantes de ses travailleurs. Qu'est-ce que c'est cet horrible vacarme? Il y a 20 nations qui crient la même chose en même temps, prenons la Chine. On peut dire que la Chine est un des pays qui a tiré le plus parti de la globalisation, surtout dans les années 2000. Depuis 50 ans, aucun pays n'a réussi à dépasser la barre des 18% de part de marché mondial des exportations de produits manufacturés. Ni les États-Unis, ni même le Japon pendant son âge d'or dans les années 80. Seule l'Allemagne a atteint ce palier une fois, il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est au tour de la Chine de flirter avec cette barre. Saura-t-elle battre ce record ? L'idée, c'était la croissance chinoise, elle est forte, mais elle est très déséquilibrée et elle n'est pas soutenable dans la mesure où on ne peut pas investir indéfiniment s'il n'y a pas quelqu'un qui consomme. Et comme les marchés extérieurs ne nous achètent plus autant, on n'achète plus de produits chinois autant que par le passé, il faut bien que ce soit les ménages chinois qui consomment. Et la consommation des ménages, elle est capable d'assurer une croissance chinoise de l'ordre de 7-8%. En général, dans la Chine actuelle, les jeunes cols blancs comme nous, qui travaillent, s'appuient tous sur leurs parents pour élever leurs enfants. Parce que nous n'avons tout simplement pas de temps pour nous en occuper nous-mêmes. Alors, nous avons tous recours aux parents. Tous les jeunes shanghaïens nés après 1980 sont des enfants uniques, car en 1978, le pays a commencé sa politique de contrôle des naissances. Être enfant unique, cela fait de vous le trésor de la famille. Nous avons tous été élevés de façon privilégiée. La croissance économique exponentielle de la Chine, ce qu'elle nous a apporté, c'est réellement une très forte amélioration de notre niveau de vie. Que ce soit nos conditions de logement, notre système éducatif, nous nous sommes rapprochés du niveau de vie occidental et de ses facilités. Avec la croissance économique, le prix des logements s'est envolé et nous sommes obligés de compter sur l'aide de nos parents. Si nous devions acheter par nous-mêmes, avec seulement nos propres revenus, nous serions alors obligés d'économiser pendant des années pour pouvoir acheter notre logement à 40 ou 50 ans. J'ajouterai deux choses. C'est tout à fait vrai que les gens de notre génération ont été les grands bénéficiaires de la croissance économique rapide de la Chine. Car comme le disait ma femme,
C'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, nous vivions tous à l'étroit dans des petits appartements ou maisons à plus de 10 personnes. Alors qu'à présent, la surface moyenne par habitant est devenue très confortable. Et la plupart des familles comme nous disposent d'environ 100 mètres carrés. Parallèlement, il y a aussi des effets négatifs. Par exemple, les salaires n'ont pas augmenté aussi vite que le prix des logements. Et maintenant, même avec de gros salaires, on ne peut plus acheter son logement. Deuxièmement, il y a le problème de l'environnement. Avec la croissance, on a construit énormément et partout. Et c'est sans doute bon pour la croissance, mais notre environnement se dégrade de plus en plus. Dans une ville comme Shanghai, sur toute une année, il y a au moins un tiers des jours où nous subissons une forte pollution atmosphérique. C'est le prix sans doute de la croissance rapide. Le gouvernement chinois a déjà commencé à prendre en compte la protection de l'environnement. Mais en ce qui concerne l'équilibre entre le développement économique et la dégradation de l'environnement, le gouvernement privilégie encore l'économie. La croissance est plus importante que l'environnement. C'est quelque chose d'inévitable. Et malheureusement pour nous, nous devons vivre au cœur de cette étape. Et nous devons nous y habituer. Mais c'est sûr que si nous en avions l'occasion, nous aimerions aller vivre quelques années dans une autre ville ou bien à l'étranger. Nous voulons tous devenir les premiers du monde, mais cela nécessite tout un processus temporel et nous sommes allés trop vite. De mon point de vue personnel, je crois qu'il faudrait freiner, s'arrêter un peu et se consacrer à faire évoluer le niveau général de la population. Peut-être qu'un des aspects un peu négatifs, c'est que cette internationalisation a été très rapide, que nous avons intégré très rapidement des choses nouvelles. Ce développement trop rapide fait que nous n'avons pas encore eu le temps de les digérer. Et chacun se retrouve aujourd'hui dans un état d'esprit un peu confus. Je ressens qu'aujourd'hui en Chine, à Shanghai, les gens ne pensent qu'à réussir avec impatience, qu'à leur intérêt immédiat. Voilà mon opinion là-dessus. Je crois que le phénomène de construction permanente va encore perdurer à Shanghai pour les 5 à 10 ans à venir. Parce qu'on ne cesse pas d'avoir besoin de nouveaux bâtiments. Par exemple, les immeubles de bureaux actuels ne peuvent satisfaire les besoins des sociétés étrangères, comme des sociétés de l'intérieur de la Chine, qui viennent ouvrir des bureaux à Shanghai. Je pense que, bien sûr, avec l'augmentation du coût de revient du travail en Chine, de nombreuses entreprises pensent maintenant que la Chine n'est plus assez compétitive par rapport à d'autres pays. Et elle perd graduellement et logiquement son avantage. Alors, naturellement, la proportion des exportations va baisser. Dans ces circonstances, elle doit néanmoins maintenir la croissance de son PNB. À cet égard, la stimulation du marché intérieur est bénéfique au développement de la Chine. Et bien sûr, la croissance du marché intérieur sera également porteuse pour notre secteur d'activité, car les entreprises publiques comme les entreprises privées seront amenées à s'agrandir, à rénover leurs espaces, et ce sera autant d'occasions pour nous. Le rôle de la mondialisation économique dans le développement de la Chine est globalement positif, mais il a également apporté du négatif. Par exemple, le problème de l'emploi des travailleurs. Car la mondialisation économique entraîne l'adoption de nouvelles technologies, ce qui entraîne ensuite un surplus de main-d'œuvre.
Comment reclasser et s'occuper de cette main-d'œuvre au chômage? C'est un aspect négatif. Ces effets de la mondialisation sont susceptibles d'aggraver les inégalités sociales. Les gens qui sont éduqués et maîtrisent des techniques verront leurs revenus augmenter, tandis que les gens peu formés et peu éduqués verront leurs revenus s'amenuiser. C'est un problème. Avec la réforme et l'ouverture, et le développement économique qui a suivi, on a aujourd'hui des inégalités assez terribles entre les riches et les pauvres en Chine. En Chine, tout le monde sait bien que la corruption est très grave. Et tout le monde sait aussi, par exemple, que ce sont quelques grands clans qui contrôlent des secteurs fondamentaux, des secteurs de production importants. Par exemple, moi, je travaille sur des projets de pétrole et de gaz naturel. Et dans le pétrole, je pense que ce phénomène existe. La mondialisation a poussé à agrandir notre degré d'ouverture et nos possibilités de choix se sont multipliées. Et dans la société de l'époque, nous avions l'impression que tout le monde pouvait avoir sa chance, qu'il suffisait de faire des efforts. Mais ces dernières années, le contexte, certaines choses ont changé. Par exemple, les gens comme moi pensent que leur niveau de vie ne sera peut-être pas garanti pour leur vieillesse et que les perspectives ne sont pas terribles. Dans notre pays, les gens qui sont nés dans les années 50 et 60 sont particulièrement nombreux. À cette époque, les familles comptaient couramment 5 ou 6 enfants. 3 enfants, c'était peu. Il y avait aussi des fratries de 7 ou 8. Ces générations arrivent à la retraite. Et de plus, notre système de sécurité sociale s'est construit assez tard et repose le plus souvent seulement sur les cotisations des employeurs et des salariés. La brèche du système de sécurité sociale est très grande. C'est pourquoi les gens de ma génération sont inquiets, car on n'est pas sûr de pouvoir garantir notre vieillesse. Certains pensent que les réformes et l'ouverture ne leur ont pas permis de s'enrichir vraiment, tandis que la dégradation de l'environnement les atteint de plein fouet et atteint aussi leurs enfants et petits-enfants. Cela pose d'énormes problèmes. Et puis, ce n'est pas seulement la pollution de l'air. Il y a aussi les problèmes de pesticides. Que ce soit la terre, l'eau ou l'air, tout est gravement pollué. Et puis, il y a les usines chimiques ou encore les industries du cuir. Ça aussi, cela fait partie des conséquences de la mondialisation. Puisque de nombreuses industries occidentales, des pays développés, ont implanté en Chine leurs sites de production. C'est un phénomène très préoccupant. En seulement 20 ou 30 ans, l'environnement s'est dégradé à un degré catastrophique. Il y a un autre grand défi qui nous attend. La Chine va-t-elle réussir à changer de stratégie de développement sans passer par une phase de recul et de restructuration économique si dévastatrice qu'elle pourrait avoir des conséquences sociales et politiques gravissimes sur le plan intérieur? D'abord, je veux un meilleur environnement de travail. Deuxièmement, je veux travailler moins d'heures. Troisièmement, je veux avoir 2 jours de repos par semaine. Et quatrièmement, je veux bien sûr un salaire plus élevé. C'est ce que tous les jeunes ouvriers veulent.
Nous, les ouvriers, on travaille pour l'entreprise, donc pour notre pays. En contrepartie, on souhaite un meilleur salaire et un meilleur confort de travail. Et il faut que tout cela augmente au même rythme que le PIB. C'est ce qu'on espère. Il faut que notre génération fasse des efforts, mais il faut aussi que le système social soit plus performant. Même si les choses changent un peu aujourd'hui, on n'y croit pas vraiment. Quand il y avait la politique de l'enfant unique, le gouvernement disait qu'il paierait nos retraites. Après, l'État a dit qu'il ne paierait plus que la moitié. Et finalement, c'est rien de tout cela. Et on ne sait pas ce qu'il se passera demain. Et puis, le gouvernement néglige un point important. La génération des années 70 et 80 suit la masse et est obéissante, mais la génération des années 90 ne se comporte pas de la même manière. Si personne ne veut comprendre comment cette génération pense, et si tu ne la contentes pas, ça pourrait devenir une inondation capable de détruire un barrage. Ça va exploser un jour. Voilà ce que je pense. Si l'augmentation des salaires en Chine est suffisamment importante pour diminuer la compétitivité de la Chine sur un certain nombre de secteurs, est-ce que ça signifie que la production va revenir dans les pays développés? Non. La production, elle va aller ailleurs. Et on a des bons candidats. On a l'Afrique qui est un énorme réservoir de main-d'œuvre bon marché. Donc, même si on considère que un des freins naturels à la mondialisation en provenance de l'Asie, c'est la montée des salaires en Chine et l'augmentation du marché intérieur chinois et de la demande intérieure chinoise. À ce moment-là, les exportations vont éventuellement se déplacer. Que se passera-t-il lorsque le travailleur africain, tout comme son collègue chinois, réclamera des conditions de vie décentes? Quel sera alors le nouvel horizon de la mondialisation? Marx à repousser toute réflexion sur un développement basé sur du travail toujours moins cher, on s'expose à des tensions dont les résolutions peuvent être quelque peu problématiques. Attention! Attention! This is your beloved leader, Og the Exalted. There will be a special giant joy rally today at Og Memorial Stadium. Mais le frein majeur à la mondialisation peut venir du sentiment partagé par les populations que leurs organisations politiques sont désormais impuissantes, qu'elles ont perdu le contrôle de la mondialisation et que le risque est de voir leur démocratie durablement affaiblie. Ce qui crée de la tension dans l'économie mondiale, c'est donc fondamentalement le fait que les marchés sont globaux, tandis que la gouvernance est locale. Quand les gouvernements en viennent à négocier des accords sur les flux de capitaux, ou disons les règles du commerce, ils inscrivent dans la loi des arrangements qui ne sont pas, à proprement parler, démocratiquement valides. Dans la notion de démocratie, il y a cette idée de délégation, d'un peuple déléguant le pouvoir de décision tout d'abord à un parlement, puis à un exécutif et éventuellement un organe administratif. Tout cela reste dans les règles de la démocratie. Mais quand le processus de délégation se poursuit, qu'on passe de l'exécutif au négociateur commercial, puis à une organisation internationale du commerce, puis à un groupe d'experts dont les choix vont affecter la vie de tout un chacun, je crois qu'on peut légitimement dire qu'à ce stade, la limite de ce qui est compatible avec l'idée de démocratie a été franchie. La crise financière a naturellement nui à la démocratie. L'opportunité pour le citoyen de se faire entendre et d'influencer les décisions a été massivement réduite. Des banques ont été sauvées pendant la nuit avec des montants immenses. Ce n'était dans aucun programme électoral. Le Parlement a uniquement eu la possibilité de dire oui ou non, et quand il est face au choix, soit le système financier s'écroule, soit on sauve le système financier à coups de milliards. C'est une décision que nous ne pouvons qualifier de démocratique. Dans cette perte de contrôle, le langage même est affecté. Nous sommes passés du gouvernement des hommes et des choses à
la gouvernance, soit un ensemble de bonnes pratiques qui seraient valables pour tous et à tout instant, comme une fin de la politique qui ferait écho à une supposée fin de l'histoire. Le mot, en fait, il est tout directement emprunté à l'époque au langage de l'entreprise. La corporate governance, ça n'est rien d'autre que le management d'entreprise. Et c'est ce modèle que l'on a choisi pour se substituer directement au terme de démocratie ou au terme de gouvernement. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit tout simplement par le fait que les procédures de décision se sont trouvées concentrées au nom de l'efficacité. Et qu'est-ce qui régit, qu'est-ce qui gouverne les affaires du monde? C'est une galaxie réduite d'institutions internationales, d'institutions économiques privées, d'agences de contrôle, d'agences de notation. Moi, je tends à considérer que cette situation est une situation gravissime. Et par ailleurs, ça accroît le divorce entre les institutions et les citoyens qui est au cœur de la crise de la politique. Et sur la base de cette crise de la politique, je ne sais pas vers quel univers nous sommes en train de nous diriger. La principale raison de la difficulté à réguler le système capitaliste et financier est qu'il y a eu très longtemps une idéologie présente dans la tête des décideurs, postulant que la meilleure solution pour le marché est qu'il soit le plus ouvert possible et que l'État se retire le plus possible. Si la crise a donné un coup fatal à cette idéologie, les structures, ce système de libre circulation du capital, sans institution démocratique mondiale, sont toujours là. La forme de mondialisation née en 1957 semble être une idée morte qui continue à avancer. Le modèle de démocratie que nous avons, celui que l'on nomme démocratie libérale en Europe, est entré dans une crise de légitimité extrême. C'est une situation dangereuse. Mais d'un autre côté, c'est aussi une situation qui offre une chance, parce que c'est quand un conflit est clairement identifié qu'il est possible de discuter. Et quand on commence à discuter, les changements sont possibles. Toutes les évolutions en Europe l'ont montré. À chaque fois qu'il y a eu un pas en avant pour la démocratie, cela s'est fait parce qu'auparavant, un conflit a éclaté au grand jour. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, politiquement, dans un moment décisif. Premièrement, l'Europe et l'Union européenne sont la première tentative transfrontalière de partager un espace démocratique. C'est la tentative, l'espoir, de réduire l'importance du niveau national au profit de l'ensemble de l'Europe. Et le Parlement européen est l'expression démocratique de cette tentative. C'est pour cela qu'il est absurde de dire que l'Europe est un danger pour la démocratie. Au contraire, l'Europe est l'espoir que ces domaines partagés regagnent des niveaux de contrôle. Mais ceci n'est possible que si les citoyens s'en emparent. Si ce ne sont que les grandes entreprises, alors nous avons perdu. Si les ONG, syndicats, associations, églises, etc. définissent l'Europe comme elles ont défini la nation, alors nous pouvons avoir l'espoir de regagner des niveaux de contrôle. Nous avons grand besoin de trouver des façons de revivifier la démocratie, de réveiller chez les gens l'idée qu'ils gouvernent leur propre vie. Compte tenu de la complexité et de la diversité de l'économie dans le monde, jamais nous ne trouverons des règles adaptées à tous. Nous devons trouver un cadre général qui permet une diversité des règles. Or, des règles diversifiées, cela signifie aussi un marché qui ne sera jamais véritablement unifié, une mondialisation jamais achevée. Et donc, à ceux qui disent que la solution se trouve dans un gouvernement mondial ou une gouvernance mondiale, je réponds que cela n'est ni réalisable, ni souhaitable. Nous devons comprendre que jamais nous n'arriverons à ce type de gouvernance, ni de ce fait à une mondialisation achevée.
et qu'il nous faut essayer de construire quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup moins extrême que cette hypermondialisation. C'est à cela qu'il nous faut travailler, à recréer pour les gouvernements nationaux, les électorats nationaux, un espace où ils pourront construire leurs propres règles, sans pour autant jeter complètement la mondialisation par-dessus bord.